Voilà. Donc, l'alignement de séquence, pourquoi c'est utilisé, dans quel but on utilise ce genre de fonction, en fait, de calcul, parce qu'il s'agit de calcul. Eh bien, c'est tout simplement, en premier lieu, pour pouvoir savoir, pour une séquence inconnue, à quoi correspond cette séquence inconnue. Voilà, ça peut être un exemple, mais aussi souvent, les séquences qu'on identifie maintenant, elles sont toujours plus ou moins proches d'une séquence déjà connue. Voilà. Et en général, on utilise les alignements de séquences pour comparer les séquences entre elles et pour faire un rapport de parenté, on va dire, de parenté d'origine. Vous avez une séquence qui est la séquence d'origine. Elle a pu être transférée à une autre espèce ou à une sous-espèce dans une. Voilà, ça peut être le cas des gènes de résistance aux antibiotiques qui passent de bactérie à bactérie. Mais ce gène aussi, lors des processus de division cellulaire, et puis donc sur des générations et des générations, hein, au fil du temps, lors d'évolution, des processus évolutifs, eh bien, vous avez des gènes qui ont été dupliqués, on parle alors de gènes paralogues, ou des gènes qui sont légèrement différents, des séquences qui sont légèrement différentes entre, on va dire, entre cousins germains, pour faire simple, ou entre voilà, sous-groupes d'une même espèce, ou dans des espèces voisines, ou des espèces très éloignées. Et on parle de gènes orthologues. Bon, ben, un gène orthologue, ça va être le gène, je sais pas, de l'exokinase, entre celui de la bactérie Escherichia coli et celle du foie. Elles ont beaucoup de séquences en commun, une grande partie de leurs séquences en commun, mais aussi beaucoup de choses qui sont différentes. Voilà. Alors donc en fait, l'alignement de séquences, ça consiste à rechercher les similitudes entre deux séquences. Voilà. Ça met en évidence notamment des mutations. Alors les notions de mutation sont importantes, elles font partie du cours aussi, mais on peut construire des arbres phylogénétiques à partir de ça, donc des arbres qui vous permettent de montrer quelles sont l'évolution, hein, les rapports évolutifs entre les espèces. Alors, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main, mais évitez de tousser dans le micro ou autre, c'est jamais évident. Enfin, en tout cas, c'est un peu gênant. Voilà. Vous vous souvenez, le vocabulaire qu'il faut absolument maîtriser lorsqu'on a des mutations, c'est les termes d'identité. Dans ce cas-là, la séquence des cellules filles par rapport à la cellule mère, à l'ancêtre commun, sont identiques. Ça se traduit par des traits verticaux, A avec A, C avec C, G avec G. Là, j'ai deux séquences, très simples, évidemment, trois nucléotides qui sont parfaitement identiques. Vous pouvez, à partir d'un ancêtre commun, avoir une base qui a été remplacée par une autre. On parle alors de substitution. C'est ce que vous avez ici, GCG, ACG. Le G, pardon, le A de l'ancêtre commun est devenu G chez un descendant. Là, on parle de substitution. Vous pouvez aussi avoir des nucléotides en plus, des paires de bases en plus, ou des paires de bases en moins. On parle d'insertion quand c'est en plus, on parle de délétion quand c'est en moins. Voilà. Et insertion et délétion sont regroupés sous le terme de indel. Insertion, délétion. Voilà. Voilà pour le vocabulaire qu'il vous faut connaître concernant ces mutations. C'est relativement facile à retenir. Pardon. Monsieur, Oui, mais comment dire, dans quel cas on a un DEL? dans quel cas, c'est-à-dire dans quel cas? Bah, c'est-à-dire, enfin, ça correspond à quoi? Parce qu'une insertion, bah, c'est quand on a en plus, et une délétion, c'est quand on a en moins, mais du coup, un DEL, ça veut dire quoi en fait? Ah ben, ça veut dire c'est insertion ou délétion. Ça regroupe pour les deux. Comment vous dire? Quand vous avez deux séquences qui sont à comparer, vous ne savez pas si pour l'une, c'est une séquence qui est apportée en plus, un nucléotide en plus, ou un nucléotide en moins. Ce que je veux dire, c'est que certaines espèces, certains gènes n'ont pas un ancêtre commun. Enfin, ils ont peut-être un ancêtre commun, mais l'un par rapport à l'autre, on ne va pas dire, ben voilà, vous avez une insertion de ce gène-là. On ne sait pas ce qui est le produit de la différence entre les deux gènes. Vous, quand vous faites une observation
de deux séquences au temps t, ici, là, par exemple, si je compare cette séquence-là avec celle-ci, je ne sais pas si dans celle-ci, ATG-CG, j'ai eu le T en plus, ou si dans ACG, j'ai eu le T en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ok, ça Voilà, je vous vois. voyez qui intervient là? Attends, Ouais. je coupe pas. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous observez deux séquences à un temps T, deux séquences d'espèces actuelles, vous ne savez pas a priori si vous avez eu dans l'une une lettre entre guillemets qui est partie ou une lettre qui a été ajoutée. Ça, vous ne le savez pas. Donc, c'est pour ça qu'on préfère D'accord. utiliser le terme d'indel. Si par contre, vous connaissez l'ancêtre commun et que vous comparez avec l'ancêtre commun, ce qui peut être possible dans certains cas, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez dire s'il s'agit d'une insertion par rapport à l'ancêtre commun ou d'une délétion par rapport à l'ancêtre commun. Mais voilà. Donc, mais vous ne compliquez pas la vie. Voilà. Vous avez, dans ce cas-là, ce que vous savez, c'est que qu'il s'agisse d'insertion ou de délétion, bien, vous avez toujours sur les séquences, ça se traduit par un petit trait, là où il n'y a rien, où il manque quelque chose. C'est tout. Mais la question est pertinente euh, parce que, en fait, ça met en évidence aussi la façon dont les mutations apparaissent. Vous savez, quand une mutation apparaît, c'est souvent lié à une cassure dans l'ADN et c'est le système de réparation de l'ADN qui va qui va réparer un peu comme il peut. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ça avec CRISPR, par exemple. Quand vous avez du double strand break, vous pouvez rajouter des séquences. Si vous avez un chromosome disponible à côté, si vous n'en avez pas, le système répare comme il peut. Et quand ça se passe dans les séquences dans l'ADN des cellules germinales, eh bien, c'est là que vous avez des insertions et des délétions qui apparaissent quand l'ADN est voilà, maltraité, on va dire en général. Voilà pour ces termes. Identité, substitution, insertion, délétion. Alors, on peut, euh, on peut avoir un vocabulaire un peu plus riche là-dessus. Donc, ce qu'on va comparer, c'est donc les identités, qu'on peut aussi appeler appariement. Une base, voilà, une identité ici, là, T avec T, évidemment. Il s'agit d'une identité. Vous avez un appariement idéal entre le T et le T. C'est un match, en anglais, match. Quand on dit que ça match, ça veut dire que ça va bien ensemble. Voilà. Voilà. Si vous avez une écharpe orange avec un pull vert, ça match bien ensemble. Voilà, un exemple. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais bon, voilà. Une substitution, eh bien, il vous manque quelque chose. C'est un mismatch. Pardon, c'est pas qu'il manque, excusez-moi, c'est pas qu'il manque, c'est que vous avez le A ici, par exemple, qui a été remplacé par un T, ça ne va pas ensemble. En face du A, on aurait dû avoir un A. Je vous rappelle qu'il s'agit de deux brins. Il ne s'agit pas des brins complémentaires, il s'agit de la comparaison de deux brins du même brin. Hein. Attention, quand on fait un alignement de séquence, on compare toujours, quand il s'agit d'un ADN, les mêmes brins. On ne va pas du tout travailler là. Ce brin-là, ce n'est pas le complémentaire de celui-ci. Hein, pour que ce soit bien clair. Mais je pense que vous voyez bien la différence. Vous êtes en deuxième année, ça va. Et puis enfin, quand il nous manque quelque chose entre un brin, entre deux brins, eh bien, on parle d'une brèche ou d'un gap. Donc les termes anglais sont les plus utilisés en général. Match, c'est identique. Mismatch, c'est différent. Gap, il y a un trou. Il y a quelque chose qui manque. Voilà. Voilà, les alignements peuvent être globaux, c'est-à-dire on va comparer une séquence avec une autre. C'est ce que j'ai montré ici. Ça peut être aussi local. On peut s'intéresser qu'à certaines parties de la séquence. Bon, c'est des terminologies un peu. C'est pas forcément très pertinent. Voilà, ce sont les algorithmes qui choisissent en général. Enfin, vous n'avez pas à paramétrer ce genre de caractères, voilà, de paramètres. Alors, les acides, qu'est-ce qu'on peut séquencer? Eh bien, toute séquence est comparable à une autre. On peut comparer des acides nucléiques entre eux, des ADN eucaryotes, des ADN eucaryotes avec ADN eucaryote, ADN prokaryote avec ADN eucaryote.
Ça, c'est possible. On peut comparer des ADN bruts, des ADN complémentaires, avec des ARN. Si vous n'avez que la séquence d'ARN, tout est possible. Voilà. Donc, il n'y a aucune difficulté dans les séquences ADN. Vous pouvez comparer des séquences protéiques entre elles. Là, il y a 20 lettres. C'est un peu plus compliqué. Il y a des lettres qui se ressemblent, on va dire, alors que dans l'ADN, il y a 4 lettres, mais elles sont toutes différentes. Et on peut, enfin, elles sont toutes différentes. Elles ont, ouais. C'est-à-dire que non, je voulais juste dire que pour les protéines, effectivement, vous avez 20 lettres à considérer, mais certaines d'entre elles sont plus importantes que d'autres parce qu'elles sont situées dans des sites actifs. Certaines sont, voilà, toutes les acides amineux neutres, par exemple, sont moins pertinents à comparer que d'autres. Voilà. Ça, ce n'est pas votre problème, c'est le problème des algorithmes qui décident de l'importance à donner à chacune de ces lettres. Et on peut aussi comparer des acides nucléiques avec des protéines. Voilà. Alors ça aussi, c'est intéressant. Et on verra quand on abordera le cas de Blast que lui, il est capable de tout faire. Voilà, on passe à la suite. N'hésitez pas à lever la main ou à intervenir en cas de mauvaise compréhension. Voilà, les notions à avoir un peu en tête, l'identité, quand tout est semblable, la similarité, quand vous avez moins de 100% d'identité. Donc là, on va parler de zones similaires. Voilà un exemple. Des zones similaires et des zones identiques. Deux jumeaux vrais sont identiques. Deux faux jumeaux, souvent, sont similaires, on va dire, hein, pour faire simple. Et l'alignement doit être capable de mettre en évidence les identités, les similarités. Bref, l'alignement doit être capable de placer au plus juste les bases les unes par rapport aux autres. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur Blast, mais les zones d'identité sont celles qui sont les premières à être repérées par l'algorithme. Et à partir de ça, il va essayer de trouver s'il y a des zones similaires. Et il va finir par combler avec les zones où il n'y a rien, tout simplement. Alors, après, il y a des termes d'homologie. On dit que c'est un pourcentage d'homologie qui fait que… Voilà. Nous, ça ne va pas être l'objet de notre cours. Nous, on va voir tout à l'heure avec Blast comment il permet de mesurer les similitudes, les identités et de les classer. Quels paramètres quel outil de comparaison il va mettre à votre disposition. Alors, comment évaluer et quantifier la qualité d'un alignement? Alors, vous vous souvenez, je vous avais parlé de score l'année dernière. Le score, c'est le point c'est le total des points que vous abordez par position d'un tableau à double entrée. Quand vous comparez une séquence avec une autre, vous êtes d'accord que ça représente un tableau à double entrée, donc une matrice à deux dimensions, ACGT, ACGT. Ici, quand vous alignez un A avec un A, vous avez une identité. Quand vous avez un T avec un C avec un C, donc là, il s'agit de la cytosine avec la guanine qui sont toutes les deux, enfin, donc des paires complémentaires. On parlait de transition. Et puis, quand vous changez… non, pardon. Une transition, c'est quand une pyridine est changée par une pyrimidine, et une purine avec une purine, ça donne une transition. Donc, transition, c'est purine, pyrimidine, et transversion, c'est avec la complémentaire. Voilà. Voilà ces termes-là. Tout ça pour dire que dans certains scores, vous pouvez ajouter voilà, c'est un jeu en fait. L'alignement, c'est un jeu. Vous donnez des points, 3 points quand vous avez une identité. Une non-identité, vous mettez 0. Quand vous avez une transition, vous mettez 1 point. Une transversion, vous mettez 0. Alors ça, c'est un exemple de règles du jeu. Vous pouvez avoir d'autres règles du jeu. Ici, une identité, c'est 1. Une non-identité, c'est 0. Bon. Ce genre de paramètres, ce n'est pas à vous de les changer. Oui, Marc Désir, je vous écoute. Monsieur, vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, pour Ouais, c'est bon, la micro est coupé. transition et la transition? Voilà. La transversion et la transition. La transition, ici, vous voyez les flèches là.
quand vous changez un C avec un T, C et T, ce sont deux bases pyrimidiques. D'accord? Adénine et guanine, ce sont deux bases puriques. Quand un A est remplacé par un G, il y a transition. Quand un C est remplacé par un T, il y a transition. OK. Maintenant, ce qui est en Est-ce que pointillé c'est pas ici, plutôt le A et le T qui sont puriques? non, le A et le T s'associent entre eux, il y a toujours une purique avec une pyrimidique. Donc, c'est le C, la cytosine est pyrimidique et la thymine est pyrimidique, la dénine et la guanine sont puriques. Et donc là, vous avez des transitions. Quand un C est avec un G, remarquez, je ne comprends pas très bien parce que là, il nous met le C avec le A. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ce terme-là. Bon. Retenez pour l'instant identité. Transition, c'est une purique est remplacée par une purique, une pyrimidique par une pyrimidique. Et tout le reste, ce sont des transversions. Voilà. Bon. Pour faire simple. Et en fait, donc, dans ce tableau à double entrée que vous avez ici, chaque case correspond à l'alignement entre deux lettres. OK? Pour l'alignement, on va avoir un nombre de. On va compter le nombre des points pour l'alignement qui se trouve ici sur la diagonale. Le A est avec le A, le C avec le C, le G avec le G, le T avec le G. Dans ce cas-là, on va aligner 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça va nous faire 12 points. Dans ce type avec cette règle du jeu. Dans d'autres scores, voilà, dans cette autre règle du jeu, le score maximal sera de 4 points. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous avez un alignement, vous avez un score maximal. Le score maximal, c'est celui qui correspond à l'alignement parfait de une séquence avec elle-même. Voilà. Et ça, c'est l'algorithme qui calcule ce type de score maximal, en fonction de la règle du jeu qui s'est donnée. Marc Désir, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui, ça va? Les transitions? OK. Voilà. Bon, c'est pas majeur, hein, c'est juste que, voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'on peut donner plus de points à certains types d'associations qu'à d'autres. Et c'est encore beaucoup plus compliqué quand on associe des séquences protéiques entre elles. Vraiment, vraiment. Pour les bases, c'est plutôt basique. Alors, comment utiliser une matrice d'alignement? Je vais pas refaire tout l'exercice que j'avais fait au tableau l'année dernière, qui est toujours un exercice un peu périlleux. Juste pour vous rappeler quand même donc, ce que je viens de vous dire là, sur le score maximal. Ici, vous avez un exemple de score avec cette règle du jeu. Le score maximal d'association de la séquence ATG, ACTG avec elle-même est forcément de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisque le nombre de points max accordé par une identité, donc un trait vertical, c'est un point. Alors on peut comparer deux séquences légèrement différentes, c'est ce que vous avez en dessous là, ATG, ACTG avec ATA, CTGG. Comparons-les. Comparons-les, ça donne ça. Alors là, le chemin est un peu plus compliqué. Vous voyez que si vous tracez la diagonale, eh bien, vous ne faites pas un score énorme, puisque vous faites 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 points. Et vous n'avez que 3 identités. Voilà. Donc, il y a un petit décalage quelque part. Hein. Vous pouvez choisir un autre chemin et passer par là. Le 1 avec ici, le A avec le A, le T avec le T. Ensuite, il faut que j'aille rejoindre. J'ai un A avec un A. Donc, je fais un gap ici, un trou. J'associe le G avec personne, puis je passe avec le A. J'associe le A avec le A, puis le C avec le C, puis le T avec le T. Et après, je refais un
non, pardon, le G avec le G. Et ensuite, je place le dernier G tout seul. Voilà. Et dans ce cas-là, j'ai un score qui est de 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, qui est important, sauf que j'ai mis des zéros. Alors, donc, ce n'est pas l'association parfaite, évidemment, mais on arrive à ça, à un schéma qui donne voilà, un score de 6. Vous avez 6 identités. Et en fait, dans ce cadre-là, vous enlevez des points quand vous faites des brèches. Vous enlevez des points quand vous faites des brèches. Donc, il me revient à faire 1, 2, 2 et 4, 6 identités et 2 brèches. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. J'ai un score à 4 points. Je ne suis pas sur le score maximal qui devrait être de 7. Je suis sur un score qui est quand même mieux que le score à 3 points. Donc, cet alignement-là est préférable. Donc, voilà. C'est ce genre de calcul que vont faire les algorithmes comme BLAST. Hein. C'est ça qu'il faut avoir comme notion en tête. La notion de score et de score maximal. Et sachant que tout vient de la règle de jeu qu'on a donnée au départ. Et cette règle du jeu, ce sont des biologistes et des mathématiciens qui les ont établis. Alors, un type de tableau à double entrée, quand même, ça s'appelle une matrice. Et avec ces points, c'est ce qu'on appelle un dot plot. Le dot plot, c'est un ancien terme où on faisait ce genre de calcul avant que les algorithmes soient vraiment… en tout cas, avant que la mise en réseau soit faite et surtout que l'informatique soit aussi puissante qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de dot plot. C'est un vieux terme qui ne s'utilise plus. On utilise d'autres types de graphiques que je vous montrerai tout à l'heure avec BLAST. Alors, ce qui est important à connaître aussi, c'est que la méthode d'alignement, pour être efficace, elle doit être sensible, c'est-à-dire détecter des similarités, même vagues, entre les séquences éloignées. C'est ce que je disais tout à l'heure, elle doit être capable de repérer là où vous avez des zones, sinon identiques, au moins très très similaires. Elle doit être aussi sélective, c'est-à-dire ne pas repérer tous les alignements. Il y a certains alignements qui ne sont pas significatifs, il faut qu'elle les repère. Et donc, cette méthode, je dirais que c'est un peu lié à de l'intelligence artificielle. Elle doit être capable de se baser sur des données d'études statistiques qui font que on sait que certaines protéines correspondent à d'autres parce qu'elles ont des zones très similaires. Bref, c'est le travail. Voilà. Moi, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas spécialiste en algorithme. Je comprends bien le terme de sensible et sélective, mais ces méthodes doivent faire un algorithme comme BLAST est obligé de faire des choix, de sélectionner ce qui lui semble être pertinent de ce qui lui semble être moins pertinent. Voilà, donc c'est ce qui est expliqué ici. Là, une méthode d'alignement sélective et pertinente doit être capable de signaler, voire d'éliminer les alignements qui ont peu de signification biologique. Ces méthodes peuvent être rendues encore plus performantes grâce au procédé d'intelligence artificielle. Un exemple, quand un algorithme va comparer des protéines entre elles, des protéines enzymatiques, il va avant tout comparer les acides aminés qui vont être impliqués dans la fonction biologique, donc dans le site actif. Hein. On compare deux enzymes, on va s'intéresser d'abord à ce qui est le plus important pour l'enzyme, le site actif, les acides aminés du site actif. Et puis après, il y a des choses qui comparera moins, qui ont moins de pertinence. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui est capable de mesurer ça. C'est des notions de statistiques qui m'échappent un peu, pour tout vous dire. Alors, il existe différents algorithmes d'alignement pour des alignements globaux, c'est-à-dire des séquences entières entre elles, et puis surtout pour des alignements locaux. Et là, l'alignement le plus utilisé actuellement est BLAST. C'est celui qui est le plus utilisé par tous les chercheurs. Après, pour utiliser d'autres types d'alignements, il faut vraiment être spécialiste de bioinformatique. Et en fait, avec l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle permet justement de déterminer ce qui est pertinent. C'est un peu comme Google. Hein. Vous comprenez bien que Google, il est capable, lui, de faire des associations d'informations
qu'on peut dire manipuler si on veut ou pas. En tout cas, lui, il fait des choix. Voilà. Il est capable d'associer des termes ensemble parce qu'il sait que voilà, les utilisateurs ben, font ces associations-là. Donc, si les chercheurs, eux, sont capables de classer différents domaines dans des protéines, et bien après, le BLAST, lui, il est capable de dire ben ça correspond à tel domaine de protéique, ça correspond à tel domaine. Et donc, si telle structure est capable de correspondre à telle fonction, et ça, ce sont des outils extrêmement importants pour les biologistes. Alors, justement, BLAST, comment BLAST fonctionne? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand vous faites votre requête, lui, il va tout de suite rechercher les alignements locaux. C'est ce qui fait que c'est un outil assez puissant. Hein. Il est capable de faire des petits alignements locaux, de les rechercher. C'est un petit programme, enfin c'est un programme qui a été développé pour ça. On recherche les noyaux durs, on va dire. Donc lui, il est capable de mettre au point des zones de très fort score. Hein, donc vous comprenez, là où il y a des forts scores, ça veut dire que l'identité est importante. Il va les reconnaître entre deux séquences, ok, ici et ici par exemple. Et à partir de là, ce qu'on appelle des noyaux durs ou des graines, hein, ces points d'ancrage, à partir de ces points d'ancrage, eh bien, il va faire d'autres alignements et là, il va mesurer, voilà. Donc, il gagne beaucoup de temps, d'abord en repérant les graines, les points d'ancrage, et à partir de là, il va pouvoir développer des alignements, ce qui fait que très rapidement, il arrive à, dans la base, on va dire, infinie quasiment des bases de données de séquences, il arrive tout de suite à repérer la similarité, ok, et à partir de là, il est capable d'extraire les séquences qui représentent le plus de scores. Voilà. Donc avec la puissance actuelle de l'informatique, eh bien, ce travail-là se fait assez rapidement. Et là, je vous ai donné, donc ça peut être fait sur de l'ADN, mais ça peut aussi être fait sur des protéines. C'est ce que vous avez ici. Là, vous avez un exemple de score. Le score utilisé pour la matrice Blossom 62, qui vous permet de donner des pondérations différentes entre les acides aminés. Donc certains n'ont pas trop de score. Là, les isoleucines, leucine, valine, tout ça, c'est du neutre. Je pense que l'histidine a plus de. Voilà, l'histidine, elle a plus de. Elle est plus difficile à trouver dans les séquences. Elle a plus de poids. On la trouve souvent dans les sites actifs, l'histidine, le tryptophane aussi. Enfin bref, tous les acides aminés qui sont impliqués dans des fonctions particulières ont plus de poids pour les calculs de similarité. Voilà. Alors, encore un exemple que j'ai trouvé dans un bouquin là, pour vous expliquer ces histoires de graines, d'associations. Bref, vous relirez ça à tête reposée. Ce qui est important dans ce cours-là, qu'il faut vraiment être capable de mesurer, de savoir à quoi ça correspond quand vous faites un alignement avec BLAST, c'est ça. Interprétation des résultats d'une recherche BLAST. Cette partie-là, il faut vraiment la connaître. Qu'est-ce que c'est qu'un score maximal? Le score total obtenu par l'alignement, le query cover et le e-value. Alors, tout ça, vous le trouvez, vous vous souvenez, quand on fait un alignement. Là, je vous ai donné un exemple ici, sous les yeux. Vous avez ces 1, 2, 3, 4, 5 critères qui sont systématiquement donnés quand vous faites une requête sur BLAST. Le score maximal, le score total de l'alignement. Donc, tout à l'heure, vous vous souvenez, c'était 7 sur 7, mais ici, c'est 1688 sur 1688. La couverture le pourcentage de base de la requête alignée avec celle de la réponse, c'est 100%. Et le pourcentage d'identité, c'est le pourcentage de base de la réponse identique à celle de la requête. C'est bizarre, là, ce n'est pas 100%. Il y a peut-être une ou deux bases en plus, je ne sais pas, je ne me souviens pas de cet alignement. En tout cas, est-ce que ce pourcentage est, est-ce que cet alignement est
est significatif, eh bien, c'est le e-value qui vous donne cette réponse. Le e-value ou expected value, c'est une fréquence d'occurrence aléatoire. C'est un indicateur statistique. Ça, c'est important. L'indicateur statistique qui rend compte de la pertinence de l'alignement. OK? Pour faire simple, c'est la probabilité que les deux séquences que vous avez associées, qui ont été extraites entre la requête et puis la réponse de BLAST, c'est la probabilité que les deux séquences se ressemblent par hasard. Donc, autrement dit, quand vous avez un e-value très faible, voire égal à 0, ça veut dire que ces deux séquences, si elles sont associées, ce n'est pas par hasard. Elles ont vraiment, significativement, elles ont une ressemblance significative. Ça veut juste dire que le BLAST a bien fait son boulot. Donc, c'est une grandeur statistique qui est hyper importante. Plus le e-value est petit, plus l'alignement est statistiquement significatif. En général, le e-value doit être proche de 0. Un e-value supérieur à 1, ça veut dire que l'alignement est mauvais et pas pertinent. Ça n'a pas de signification. Vous avez pris deux amorces, deux séquences au hasard et vous les avez associées comme vous aviez pu en mettant un A avec un T avec un T, et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez le faire. N'importe qui est capable de faire un alignement, de retrouver des points communs entre deux séquences prises au hasard, mais ça n'a aucun intérêt biologique. Voilà. C'est ça que signifie le e-value. Donc retenez bien ces significations. Hein. Le score, le query cover, la couverture de la requête, le e-value. Et le pourcentage d'identité, j'ai un peu plus de mal avec ça. Je vous avoue, là, je n'avais pas pourcentage de base de la réponse identique à celle de la requête. Ouais, à retravailler. Bon, tu m'entends là? Moi, je crois que j'ai trouvé. Oui, dis-moi Isabelle, je suis un peu perdu là. Dans la query cover, ils disent que c'est le pourcentage de base de la requête aligné avec la réponse. Ça veut dire que 100% de ce qu'on a de la séquence d'origine est retrouvé dans la séquence, la deuxième, quoi. Et dans l'autre, c'est l'inverse, c'est le pourcentage de la réponse identique à celle de la requête. Donc ça veut peut-être dire que sur la deuxième séquence, par exemple, il y avait 3 bases en plus. Voilà, ok, très bien. J'imagine, hein. Oui, ça doit être ça. Non, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le score est égal. Toi, si tu as un score total qui est égal au score maximal, normalement, tout devrait être identique. À moins que… ouais, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Et puis, tu vois, en dessous, tu as des scores différents un peu. Ah ouais, tu as des scores maximales. Peut-être parce que tu as des brèches. Tu dois avoir des brèches par endroit et le score est un peu plus faible. Bon. Voilà. Après, c'est des considérations de spécialistes, on va dire. Honnêtement, on n'a pas besoin de ça, nous, au niveau BTS. Déjà, vous savez lancer une requête, vous savez la paramétrer, et vous êtes capable de dire oui, c'est pertinent ou c'est pas pertinent. Voilà à quoi correspond la séquence qu'on attendait. C'est tout ce qu'on attend. Hein. Honnêtement, on n'est pas en BTS de bioinformatique. Voilà. Donc, vous avez différents types de BLAST, nucléotides entre nucléotides, protéines entre protéines, et puis voilà, des nucléotides traduites. Alors, nous, ce qu'on va utiliser, c'est BLAST-N, nucléotide, et BLAST-P. On ne rentre pas dans les autres qui sont quand même plus pour les spécialistes, on va dire. Alors, j'avais fait en dessous ici vous avez un petit TD que vous pouvez faire si vous voulez pour vous entraîner. On l'avait fait l'an dernier, non pardon, on l'avait fait l'an dernier. Puis je vous avais envoyé sur le tram que j'avais fait avec mon collègue il y a quelques années, Monsieur Chazalon. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le retrouver pour vous entraîner sur le site. Voilà, vous pouvez faire le lien. Bon, voilà, je vais arrêter là la petite démo. N'hésitez, posez-moi des questions. Et puis après, je vais vous présenter le TD sur le Covid assez rapidement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que vous préférez prendre le temps de revoir la vidéo? Non? Tout va bien? Ouais, ça va, le cours il est super bien structuré, du coup, c'est compréhensible. Bon, écoutez, merci Nawel. J'espère que effectivement, ça va être efficace sur les TD que je vais vous envoyer. J'arrête l'enregistrement. Et puis…